Jean-Joseph Boileau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un chercheur, vous êtes aujourd'hui conseiller à l'IRIS. Vous êtes auteur de plusieurs livres et je note notamment le dernier Utopie Made in Monde aux éditions Odile Jacob. Mais vous suivez pour l'IRIS notamment l'Afrique, l'Inde et la Chine. Et on a beaucoup parlé ces dernières années du monde émergent, des pays émergents. Comment aujourd'hui définir l'architecture de cet univers après la crise du Covid et surtout les bouleversements qu'on a pu voir les 3 à 4 dernières années? C'est une question vraiment importante parce que quand on voit les images de la conférence de Munich ou quand on suit les médias occidentaux, on a l'impression que, et d'ailleurs les termes avaient été repris par les présidents Macron ou Biden, que la guerre est mondiale et que finalement l'ensemble des continents ont les yeux rivés sur ce qui se passe en Ukraine. De façon intéressante, à cette conférence de Munich, en parallèle, il y a l'Assemblée générale de l'Union africaine, n'est-ce pas, qui se tient le même week-end. Oui. Et on n'en a pas du tout parlé dans les médias occidentaux, alors que l'Afrique, c'est maintenant 1,4 milliard d'habitants, et que d'autre part, à Addis Abeba, on n'a pas du tout parlé de la guerre en Ukraine. C'est quelque chose qui, quand même, aurait dû un tout petit peu faire réfléchir les gens. Oui. Deuxièmement, au même moment, en Inde, lors de cette conférence de Munich, je parle, hein, Oui. quand vous regardez la une des différents médias ou des télévisions, ou lorsque je parle avec mes amis, on ne parle pas du tout de la guerre en Ukraine, quasiment pas. Oui. Troisièmement, juste avant cette conférence de l'Ukraine, de Munich, Munich. on a eu une tournée des ministres des Affaires étrangères russes, Lavrov, en Afrique. Là encore, elle a donné lieu à très, très peu de couverture médiatique. Or, le ministre Lavrov a été reçu en Afrique du Sud, où justement, il y a eu une opération navale conjointe avec les Chinois, les Russes et les Sud-Africains. De la même façon, dans la semaine qui précédait, le ministre des Affaires étrangères chinois était en Afrique et a fait également une tournée. Donc la question qui se pose, en fait, elle est assez simple. Elle est, est-ce que nous vivons vraiment dans le même monde ou bien est-ce que la perception des Occidentaux du monde dans lequel a lieu cette guerre n'est pas un peu décalée par rapport aux réalités? Et ce que j'observe, c'est qu'on a dans le monde émergent, qui sur le plan économique tire la croissance mondiale d'après les statistiques du FMI. On va y revenir. On va y revenir. Est-ce qu'on est entré dans ce qu'on appelle ce point de rupture systémique entre un monde, le temps occidental et le temps du reste du monde? Aujourd'hui, on parle du Sud global. D'ailleurs, on a envie d'avoir une bonne définition de cette appellation. Alors, le Sud global lui-même est traversé de contradictions, d'oppositions. Par exemple, on parle beaucoup des BRICS et il y a eu effectivement un sommet important des BRICS avant le G20 de Bali. En réalité, entre l'Inde et la Chine, les relations restent très, très mauvaises. Ce qui explique d'ailleurs que l'Occident essaye de ramener l'Inde dans son giron. Entre l'Inde et la Russie, par contre, les relations sont excellentes. Et entre la Chine et la Russie, les relations sont excellentes. Enfin, pour ce qui est de l'Afrique, qui joue, c'était ma thèse récente, un rôle assez central finalement dans la nouvelle équation mondiale, eh bien, on a à la fois des amis en Inde, des amis en Chine, et ça c'est très important, c'est ce que j'appelle le concept, l'émergence de l'opportunisme, du double jeu. On a en Afrique une sorte de maintien d'une position ni, qui en réalité n'est pas le ni, c'est-à-dire ni l'Ouest, ni les autres grands pays émergents communistes, mais qui est et. C'est-à-dire on veut travailler à la fois avec
les pays occidentaux. Et les États-Unis et la France sont bienvenus en Afrique, bien sûr, on le sait. Et en même temps, et je dis bien et en même temps, on veut continuer à travailler avec les pays qui sont les ennemis de l'Occident. Donc, la nouvelle architecture mondiale, pour revenir à la question du Sud global, n'est pas un affrontement ou une division, ce qu'on appelle une fragmentation du monde entre les pays occidentaux et les pays du Sud global. Elle est dans une recomposition des lignes, non pas de fracture, mais des lignes de puissance. Je crois que le terme qui convient, c'est puissance, des lignes de puissance. Désormais, il n'y a plus effectivement ce qu'on avait appelé à un moment donné, vous savez, à propos des États-Unis, après la chute du mur de Berlin, vous aviez l'hyperpuissance américaine et ses alliés occidentaux. Effectivement, on est sorti de cette période-là, on rentre dans une période, alors elle n'est pas multipolaire non plus, il faut faire attention à cela, parce que multipolaire voudrait dire qu'on a plusieurs pôles qui sont éclatés et qui, d'une certaine façon, ne se parlent pas beaucoup. On a une transition, je pense qu'on peut parler d'une transition, à l'occasion de cette guerre en Ukraine en particulier, vers un monde dans lequel inter paribus, chacun va être ou veut être pris à sa juste mesure. L'Afrique, la Chine, la Russie, l'Inde. Et le problème, c'est que les pays occidentaux ont du mal à concevoir ce monde un peu inter paribus. Et donc, on est dans cette transition. Je ne sais pas où elle va d'ailleurs se stabiliser, mais très clairement maintenant, on a des acteurs sur la planète, et notamment dans les pays du Sud, qui disent c'est terminé, le colonialisme, le néocolonialisme, nous existons et nous voulons que vous preniez en compte nos considérations, nos problèmes. Je vois votre prudence de chercheur. J'ai envie de m'attarder avec vous parce que vous connaissez l'Inde, la Chine et l'Afrique. J'ai envie de m'attarder sur chacun de ces acteurs. Vous suivez l'Inde, vous avez aujourd'hui un Premier ministre, Modi, qui est un homme, un nationaliste, un populiste, et aujourd'hui, il est en train de peut-être de semer les ferments des divisions dans la société indienne. Comment voyez-vous ce parcours d'abord politique, et comment l'Inde a-t-elle pu s'aménager, parce que vous l'avez dit, c'est une ruse de Sioux, d'être dans le nini et de pratiquer une politique qui est assez juteuse pour le pouvoir. Tout à fait. Il me semble qu'en ce qui concerne l'Inde, là encore, il ne faut pas regarder le monde avec nos yeux projetés sur l'Inde, mais faire le travail inverse, c'est-à-dire comment l'Inde et les Indiens voient le monde. De ce point de vue-là, on voit très clairement ce continent qui commence à peser d'un poids important à l'échelle de la planète, se caractérise par deux tendances. La première, c'est ce que certains appellent le nationalisme, le radicalisme religieux, qui est une des façons, je pense, erronées de voir les choses. Les Indiens, collectivement, veulent retrouver véritablement une identité dans le monde. Ils veulent être respectés. Et de ce point de vue-là, les questions de culture ont pris un rôle très, très important, une place très importante dans les débats de la société indienne. Oui. Qu'on soit du parti du Congrès, le parti, si vous voulez, qui, au lendemain de l'indépendance, va gouverner pendant 30 ans, ou que l'on soit au BJP, c'est-à-dire le parti, effectivement, nationaliste, on a quand même un point commun, qui est l'Inde, la fierté d'être indien et le souhait, la revendication d'être respecté en tant que tel. Et après, vous avez effectivement des variantes qui, comme dans toute démocratie, hein, l'Inde est la plus grande démocratie du monde, eh bien, vont s'affronter. Et au lieu d'être comme dans les pays occidentaux, face à une division, on va dire droite-gauche ou bien républicain-démocrate aux États-Unis, l'Inde a ses propres lignes de fracture, ses propres lignes de débat politique qui sont: est-ce qu'on va considérer que être indien, c'est être hindou,
Donc ça, c'est le nationalisme de Narendra Modi. Et ce qui est très important, c'est de voir que 10 ans après son arrivée au pouvoir, il y a un rejet encore de la majorité du peuple indien contre cette vision-là. Narendra Modi n'a pas réussi à imposer ce qui était un nationalisme hindouiste fondamentaliste à l'ensemble de la société indienne. Et de l'autre côté, vous avez les forces du Congrès, mais aussi des autres oppositions qui veulent que l'Inde reste un pays laïque. Voilà ce qui se passe en Inde. Et par contre, face à la crise ukrainienne, face à la position, on va dire, du camp occidental dans la crise ukrainienne, l'Inde dit non, non, c'est pas notre guerre, ça. C'est pas notre guerre parce que nous avons des priorités qui sont celles du développement économique et social. L'Inde reste le pays où il y a le plus de pauvres au monde. Et donc, ils ont joué la carte de la tradition diplomatique indienne depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, dans un grand ouvrage qui est comparable au traité d'art de la guerre de Sun Tzu en Chine, qui est la 5e stratégie, le double jeu, double game, qui consiste à dire, moi, je ne vais pas rompre avec la Russie parce que c'est mon principal fournisseur d'armement qui a été fiable. Je ne vais pas rompre avec la Russie qui veut vendre son pétrole parce que j'en ai besoin. Et donc, on va garder des relations étroites avec la Russie. Et d'un autre côté, vous, les Occidentaux, si vous voulez travailler avec moi, l'Inde, bienvenue, welcome. Résultat, on importe le pétrole brut russe et on réexporte des produits pétroliers raffinés vers les États-Unis et vers l'Europe. C'est ça l'équation indienne. Alors justement, j'ai envie d'entrer dans ce qu'on appelle les points forts de la société indienne, c'est-à-dire la dimension économique. Qu'est-ce qui particularise ce pays? Et surtout, on voit, il y a des secteurs, c'est une stratégie de niche. Et c'est un pays, vous l'avez dit, où les indicateurs des inégalités sont énormissimes. Alors, si je prends cette deuxième question, qui est l'aspect négatif, on va dire, du modèle de développement indien, on voit bien qu'effectivement, on a la réminiscence de la société de caste, parce que c'est bien cela qui structure la société indienne, c'est pas les classes sociales, c'est une société de caste, et les grandes inégalités que l'on observe encore aujourd'hui en Inde et qui sont pas près de disparaître probablement, sont liées au fait que la société, sur le plan économique, a une hiérarchie extrêmement stricte qui fait que quand vous êtes un ingénieur informatique qui est par définition à 90% né dans un milieu de caste supérieure qui ont fait des mathématiques poussées, etc., vous allez bien vous en sortir dans la mondialisation actuelle où l'Inde a effectivement le principal masse d'ingénieurs informatiques qui sert le monde entier dans l'ère informatique où nous sommes, alors que si vous êtes né dans les campagnes comme une partie de ma belle famille, dans des milieux de fermiers non propriétaires, donc vous êtes un casual labor, donc vous êtes payé tous les jours et vous êtes payé l'équivalent d'€1, €1,50, eh bien cette inégalité structurelle est stable. En contrepartie, l'ensemble du bateau indien est en train effectivement de connaître une ascension qui fait qu'elle devient incontournable à l'échelle du monde, pas seulement pour des raisons géopolitiques. C'est le 3e produit intérieur brut mondial. Quand on calcule en parité de pouvoir d'achat le taux de change de l'Inde, c'est le 3e marché automobile. L'Inde est passée au-devant du Japon, par exemple. C'est dans le domaine agricole, alors qu'on montre des images de gens qui sont mal nourris, qui meurent de faim, pas vraiment, mais qui sont mal nourris. C'est en même temps le 2e producteur mondial de céréales maintenant. C'est le 1er exportateur de riz vers l'Afrique. Donc, le succès agricole de l'Inde, avec tous les bémols, les aspects négatifs, bien sûr, il y en a toujours, tend à l'échelle internationale à devenir un acteur de premier plan. Enfin, dans les branches internationales globalisées, les biotech, l'informatique, la pharmacie, on oublie un peu vite de cette histoire des vaccins. L'Inde est le 1er producteur de vaccins du monde. Donc, dans ces branches-là, l'Inde, petit à petit, alors il y a un dicton indien qui est goutte à goutte, le bassin se remplit. Le processus indien, à la différence du processus chinois, c'est celui-là, c'est goutte à goutte l'émergence d'une grande puissance.
Alors justement, j'ai envie de peut-être de terminer. Y a plein de choses à dire sur l'Inde, mais sur ce lien de l'Inde avec l'Afrique, c'est-à-dire que comment articuler ces deux mondes? On voit que, vous l'avez dit, l'Inde c'est une stratégie de niche. Comment l'Inde va-t-elle servir sa puissance diplomatique, économique par rapport à ce continent africain? Rapidement. Lorsque on me demande de comparer l'Inde et la Chine sur l'Afrique, les choses sont très simples. On ne parle que de la Chine, parce que la Chine a déversé des milliards de dollars dans des domaines très, très étroits, d'une certaine façon, les infrastructures et les matières premières. Des Indiens, on n'en parle pas. Or, vous prenez les données statistiques, en termes de diaspora indienne présente en Afrique, elle est nettement plus importante que la diaspora chinoise, bien évidemment, et elle l'est de façon historique. Lorsque vous êtes au Kenya, en Afrique du Sud, par exemple, l'homme le plus riche d'Afrique du Sud est un Indien. Et enfin, le modèle économique indien est beaucoup plus proche de l'Afrique que le modèle économique chinois. Le modèle économique indien se caractérise par un mot, Jugad, l'innovation Jugad, c'est-à-dire essayer de trouver des combinaisons qui sont adaptées au terrain. Et le cas de l'Afrique me frappe parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer en Afrique. Vous avez un phénomène de société avec beaucoup de jeunes qui essayent de trouver, qui trouvent tous les jours des solutions à leurs problèmes. Et c'est ça qui, à mon avis, rapproche l'Inde de l'Afrique. Le meilleur exemple, c'est la téléphonie mobile. C'est bien le modèle indien qui va arriver par l'intermédiaire d'Airtel en Afrique dans les années 90-2000, qui va s'imposer comme le business model valable pour un continent comme le continent africain, et notamment la recharge. Vous savez, vous achetez au jour le jour tant de minutes de téléphone. Ça, c'est le modèle indien qui fait que personne n'aurait pensé que des continents pauvres comme l'Afrique ou comme l'Inde puissent atteindre aujourd'hui 90% de taux d'équipement en téléphone mobile. Et qu'on le veuille ou non, c'est ça la révolution technologique qui est en train de s'emparer de l'Afrique. Le modèle indien a aidé énormément à concevoir ce modèle. Je ne vais pas m'attarder avec vous sur la Chine, vous l'avez traité en transversal à travers vos propos en parlant de l'Inde, mais peut-être d'un mot, comment après la période post-Covid, comment appréhendez-vous cette puissance chinoise et ce rapport avec l'Afrique? On voit qu'il y a une donne nouvelle qui est en train de se déployer devant nous. Ah, c'est très net. Parce que tout simplement, notre mental résonne toujours avec cette idée que les arbres montent jusqu'au ciel, que les processus sont linéaires. Non, c'est pas ça qui se passe. La Chine arrive en Afrique après une période d'interruption, puisqu'elle était présente au moment des indépendances, elle était active, on se rappelle la Tanzanie, l'Angola, etc. Mais la Chine revient en force sur une ligne très simple qui est les matières premières contre les infrastructures. Et elle arrive au moment de la grande crise de l'endettement et des plans d'ajustement structurel où les pays africains sont mis la tête sous l'eau quand même par les plans d'ajustement du Fonds monétaire international. De sorte que là, la Chine qui est en train d'exploser sur le plan de son économie intérieure et évidemment va trouver en Afrique des interlocuteurs qui sont désireux de trouver un partenaire aussi puissant que celui-là. On est en fin de période de ce type-là. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, les gens font l'expérience du surendettement à la chinoise. Et il y a beaucoup de pays africains qui se trouvent aujourd'hui en difficulté compte tenu de ce surendettement. Deuxièmement, c'est le cas de la RDC, vous avez vu comme moi qu'on demande à la Chine 17 milliards d'infrastructures supplémentaires par un contrat minier qui n'a pas été honoré correctement par les Chinois. C'est-à-dire que petit à petit, l'Afrique, elle tape du poing sur la table, partout d'ailleurs, partout, en disant aux Chinois, oui, win-win game, ça ne veut pas dire que c'est seulement la Chine qui gagne. Nous, les Africains, nous considérons que les Chinois ne sont pas des partenaires équilibrés. Et donc, il y a une phase dans laquelle nous rentrons et qui peut être utilisée par les pays occidentaux s'ils jouent
clairement la carte d'accompagner l'Afrique dans son développement, qui est que maintenant, le géant chinois a atteint une sorte de pic et que désormais, il va falloir travailler de façon beaucoup plus sérieuse. L'Afrique devient un acteur dans cette relation Chine. Vous l'avez dit, c'est une mondialisation de l'Afrique et sa place est de plus en plus importante. Mais quand même, l'Afrique reste un continent divisé. On l'a vu, elle est courtisée. Elle a été pendant le sommet de l'Union africaine. L'Afrique, dont la crise Ukraine-Russie est également sollicitée, mais quand même, on sent qu'il y a un profond malaise. Les géants de l'Afrique sont en crise, le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est un continent atomisé. Comment peut-on parler aujourd'hui? Ils sont allés vers le côté négatif à tout va. Comment aujourd'hui parler d'une façon concrète de l'Afrique pour ce qu'on appelle sa remise sur pied, pour que ce continent puisse être dans une forme, une vision du monde? On en est loin. Alors, toujours regarder le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, toujours la tradition chinoise yin et yang. Dans le cadre de mes visites en Afrique régulières, je suis allé par exemple en Mauritanie, je vais aller en Algérie, ce que j'observe, c'est indéniable qu'avec un recul de 10 à 20 ans, vous avez un formidable essor qui est en train de se produire. Ça, c'est indéniable. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Non, concrètement, qualitativement, comment être concret là-dessus C'est pas difficile. Si l'Afrique n'était pas capable, n'avait pas été capable, plus exactement ces 10 dernières années, de faire face à ces défis, en partie, je dis bien en partie, verre à moitié vide, verre à moitié plein, eh bien, vous auriez aujourd'hui non pas, allez, on va dire 400 millions de gens qui sont en difficulté de se nourrir, mais vous auriez 1 milliard de gens en difficulté de se nourrir. Il faut vraiment prendre conscience de cela. La bombe démographique qui est là, qui pousse, ces villes qui explosent, en partie, bien sûr, l'Afrique a réussi à faire face à ce défi, mais en partie seulement. Et l'autre contrepartie, le yang, si vous voulez, de la trajectoire africaine, c'est que devant s'accumulent des difficultés majeures, bien sûr, notamment, vous parliez des élections au Nigeria, mais on a partout sur le continent africain la montée de tensions politiques qui sont, c'est comme ça que je les vois, consubstantielles précisément des succès relatifs de l'Afrique ces dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut regarder en arrière, regarder ses difficultés, regarder ses crises, mais on peut aussi lire dans ces crises ce que sont les défis et probablement, bien sûr, la capacité en partie de l'Afrique de régler cela. Je prends l'exemple du Sénégal puisque j'en reviens. La crise actuelle, la crise politique actuelle de Macky Sall, on peut la lire comme étant un risque d'effondrement du Sénégal, qui est la plus grande démocratie de l'Afrique occidentale, mais on peut la lire aussi comme étant, par le biais de Sonko, l'opposant à Macky Sall, il est quoi? Il est poussé par la jeunesse africaine, n'est-ce pas, Sonko? Et il est poussé par la jeunesse africaine qui a vu au sommet de l'État des gens qui se sont installés finalement dans la durée, qui voudraient un troisième mandat et qui n'ont pas nécessairement orienté l'économie du Sénégal vers ce qui est le besoin de base du Sénégal. Je pense notamment aux contrats pétroliers et gaziers ou bien aux immenses autoroutes qui ont été faites sur la route entre Thiès et Dakar. La contestation fait partie de la bonne solution au modèle économique. Il ne faut pas que ça dérape, je suis bien d'accord. Mais les problèmes qui arrivent aujourd'hui sont en partie le fait que justement l'Afrique se développe. Et moi, je suis frappé de voir que la jeunesse africaine, son niveau de scolarisation, vous me demandiez un indicateur, eh bien on va le prendre celui-là. Le niveau de scolarisation de l'Afrique n'a jamais été aussi élevé. Jamais. Oui, mais globalement, mais qualitativement, on en est encore très loin. Mais j'aurais aimé aller plus loin sur plein de détails. Je voudrais rester sur une note positive, parce que vous avez raison de regarder le verre à moitié plein. Parce que, en tout cas, le verre se remplit. Voilà, c'est ça que je dis souvent. Voilà. Et alors,
peut-être pour terminer, comment hiérarchisez-vous les urgences à travers vos observations en tant que chercheur et comment voyez-vous les choses se dessiner? Il me semble, et je suis économiste, c'est ça qui m'ennuie, je ne suis pas un politiste, mais il me semble que priorité numéro un, la priorité numéro un, c'est de bien avancer sur les défis politiques de l'Afrique. À l'heure actuelle, les constitutions, les régimes politiques ne sont pas adaptés à la nouvelle Afrique. Le débat autour des troisièmes mandats est un bon exemple de cela. De même, et c'est la deuxième priorité politique de l'Afrique, la décentralisation est absolument essentielle. Nous sortons d'une période post, on va dire, indépendance, où les pouvoirs sont très, très concentrés dans les capitales, autour d'un certain nombre de présidents, de premiers ministres qui attirent à eux toute la richesse du pays. Vous parliez d'inégalité à propos de l'Inde, mais reconnaissez qu'en Afrique, c'est épouvantable la façon dont ça s'est fait. La décentralisation, avec le débat au Sénégal entre Sonko, qui vient précisément de la province, et Macky Sall, qui est l'expression un peu de cette oligarchie qui habite Dakar. Voilà un bon exemple. Priorité 1, numéro 1, c'est donc des réformes politiques qui permettent de vivre sans être en guerre, guerre civile ou guerre extérieure. Le même problème se pose au Mali et au Sahel. Quand on épluche bien les questions politiques de cette région, on voit bien que c'est pas l'économie qui pose problème. Le Sahel est probablement une des régions les plus riches du monde. C'est souvent paradoxal, mais les gens me disent, même M. Boileau, c'est que du sable. Ben précisément, c'est les sous-sols les plus riches du monde. Et il y a plein d'eau pour faire une agriculture moderne dans cette région. Je ne parle pas du solaire, etc. Mais qu'est-ce qui pose problème au Sahel? Ce sont les problèmes politiques, c'est-à-dire arriver à trouver, à vivre ensemble et à faire vivre ensemble dans des frontières qui ont été dessinées par les colonisateurs. Vous savez mieux que moi, le Mali, l'Algérie, c'est des drôles de frontières. On a pris une règle et on a tracé une droite. Et là, on a des clivages ethniques de peuples qui ne sont pas réglés par des systèmes politiques, des régimes politiques. Le cas du Tchad est également révélateur. Vous avez un partage du pouvoir refusé. Et donc, puisque le partage du pouvoir est refusé, vous avez ces conflits sociaux. Et le potentiel économique africain, qui est très important, trouvera à ce moment-là à s'exprimer davantage. Jean-Joseph Boileau, je vois l'ampleur des réformes à mener. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le conseiller, un conseiller de l'IRIS important et que vous avez un suivi permanent sur l'Afrique, l'Inde et l'Afrique. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir permis cette clarification. Merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.